Bienvenue sur le podcast de l'UNOCEL. Le label qualité des colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. L'UNOCEL, c'est l'Union nationale des organisateurs de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langue. Nous sommes le label qualité de référence des organisateurs de colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques, et ce depuis 1978. Il est toutefois important pour l'UNOCEL d'être plus qu'un label qualité et d'offrir également un lieu d'échange afin qu'on puisse tous grandir, vous, auditeurs, mais aussi nous, ainsi que nos adhérents et leurs équipes. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Marcelier. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Ensemble, nous allons parler du développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes, un développement qui est au cœur de la stratégie gouvernementale. Alors, ce podcast s'inscrit dans notre cycle de réflexion autour des bénéfices et des compétences développées en séjour éducatif. Ces derniers mois, nous sommes intéressés à la dimension collective des séjours éducatifs. Et dans ce cadre, nous avons déjà interrogé dans un précédent podcast Elisabeth Soulier, qui est anthropologue et autrice de la génération Z au rayon X. On avait abordé la notion de collectif pour la génération Z. Et puis plus récemment, on a aussi abordé la construction d'un collectif en colonie de vacances avec des animateurs, directeurs et chargés de recrutement de nos adhérents. La notion de compétence psychosociale, elle a été introduite par l'Organisation mondiale de la santé au début des années 90. C'était déjà assez présent dans les pays anglo-saxons dans les années 70. Mais aujourd'hui, quand on parle de compétences psychosociales, autrement dit CPS, je ne suis pas certaine que l'ensemble de nos auditeurs sachent ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous les définir, s'il vous plaît? Oui, effectivement. Alors, ce sont des compétences qui sont définies depuis déjà quelques années, mais dont la définition n'est pas forcément toujours connue, sachant qu'il y a plusieurs définitions. Alors, l'OMS parlait de compétences qui permettent de maintenir un état de bien-être. Donc, il y a un rapport très étroit avec le bien-être et de compétences qui permettent de répondre aux exigences, aux épreuves de la vie quotidienne. Et ça, vous voyez, c'est vraiment très intéressant parce que dans le champ de l'éducation, et par exemple pour les colonies de vacances, cela signifie que ces compétences sont essentielles pour que les élèves, et du coup là, ce sont des jeunes qui sont en vacances, donc sont plutôt, on va parler d'enfants, d'adolescents, puissent disposer des éléments, des supports en eux qui leur permettent de être bien avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres, dans la relation aux autres au quotidien, et notamment de répondre aux exigences. Ça veut dire que parfois, quand on est en relation, il y a des exigences de communication et on vit des épreuves parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Il faut s'entendre, il faut coopérer, créer ensemble des moments qui permettent de bien vivre ensemble. Et c'est en cela que ces compétences sont utiles dans trois domaines, parce qu'on a des compétences qui sont cognitives, dans le domaine de la connaissance de soi et des autres, dans le domaine aussi émotionnel et psychologique, donc être capable d'exprimer ses émotions, de caractériser les émotions des autres, pouvoir les nommer, mais aussi réguler ses émotions. Et puis enfin, sur le plan psychosocial, enfin, c'est-à-dire social, ce sont les compétences relationnelles, être capable de réguler les relations avec les autres. J'ai vu que en fait, elles ont été définies du coup dans les années 90 par l'OMS avec un premier classement où il y avait 10 catégories, puis après ça a été redéfini en 2000 et puis plus récemment, aujourd'hui on a trois grandes catégories que vous venez de mentionner, les compétences cognitives, compétences émotionnelles et compétences sociales. Est-ce que vous savez pourquoi le classement évolue de ces CPS? Alors en fait, il y a eu l'évolution des définitions, elle est liée à l'évolution des travaux de la recherche. Et la recherche a commencé à faire des travaux sur ces compétences-là dans les années 1970, Ok. notamment autour de la définition des compétences socio-émotionnelles, qui sont des compétences psychosociales. Et plus la recherche a avancé, plus elle est devenue précise sur les compétences en jeu. Alors, pour autant, il y a quand même quatre grands référentiels au niveau international, euh, mais le référentiel le plus connu, c'est le Social Emotional Learning qui est aux États-Unis, dispositif CASEL, euh,
Et le dispositif que que nous développons en France par Santé publique France, qui sont les compétences psychosociales et autour de ce référentiel des compétences psychosociales, il est très lié à ces compétences, à ce dispositif CASSEL. Et donc, c'est un dispositif qui est essentiellement, euh, comment dire, qui donne une représentation des compétences psychosociales très psychologique, avec une approche très psychologique, avec notamment une place très importante accordée à la régulation des émotions. Et derrière, ce qu'il y a derrière les émotions, c'est bien sûr l'expression des besoins fondamentaux et donc le respect ou le non-respect des besoins fondamentaux. Alors ça, c'est vraiment un aspect très important qui n'apparaît pas explicitement dans les compétences psychosociales, mais qui en arrière-fond oblige à une attention aux émotions parce que les émotions sont révélatrices de la satisfaction ou de la non-satisfaction de ces besoins fondamentaux. Alors ces besoins fondamentaux sont les besoins de se sentir en sécurité avec les autres, de se sentir écouté, de se sentir appartenir au groupe, de se sentir aussi reconnu. Et voilà, et il y a aussi le besoin de se sentir associé à besoin de reconnaissance, besoin de se sentir estimé, besoin de pouvoir dialoguer, et besoin de se sentir aussi compétent, en confiance. Voilà. C'est marrant parce que c'est des notions qu'on a abordées avec Elisabeth Souillet dans le Oui. précédent podcast sur la Oui. génération Z qui a besoin voilà, vraiment de se sentir intégrée, d'être reconnue. Donc c'est bien de faire le lien. Comment on peut acquérir ces compétences psychosociales? Parce qu'apparemment, c'est un apprentissage qu'il faut faire depuis le plus jeune âge. Hum. Alors en fait, ces compétences psychosociales, nous en avons tous, et plus ou moins, et à des niveaux qui peuvent être évalués notamment en situation de difficulté. C'est face aux difficultés qu'on voit si on en a le degré de maîtrise de ces compétences. Et pour les acquérir, les jeunes, c'est beaucoup dans les interactions entre eux, mais surtout avec les adultes, Mhm. dans la manière dont ils appréhendent les situations nouvelles, les situations d'incertitude, de contrainte, et donc toutes les situations d'une certaine manière où il y a une prise de risque. Alors on voit dès lors que des jeunes ont vécu des situations difficiles à l'école, dans leur environnement proche, voire à la maison, et qu'ils en parlent avec un adulte qui peut être un de leurs parents notamment, et qu'ils analysent ce qu'ils ont vécu, c'est à ce moment-là qu'ils renforcent leurs compétences psychosociales. Parce que le fait même de vivre des choses difficiles, des choses qui demandent de l'adaptation, déjà, ça renforce en soi un peu de les compétences. Mais le fait de les analyser, de prendre des temps réflexifs pour revenir sur ce qui s'est passé, ou alors d'anticiper une situation à laquelle on pourrait être exposé. Donc un jeune qui va discuter avec son père ou sa mère parce qu'il va sortir pour la première fois en boîte de nuit, par exemple. Mhm. Ok. Là, où il va en discuter avec des jeunes qui sont un peu plus expérimentés que lui, et donc il va là renforcer certaines compétences d'adaptabilité à des propositions, par exemple, qui vont pouvoir lui être faites, ne serait-ce que pour consommer des substances que l'on connaît bien, de la drogue, mais entre autres, hein, et du tabac. Et ça, le fait d'anticiper cela, de savoir comment il va pouvoir se comporter, d'y réfléchir et d'avoir d'une certaine manière, réguler à l'avance, appréhender plus ou moins positivement ce qu'il va vivre, renforce ses compétences psychosociales. Alors après, il y a toutes les situations où aussi on amène des jeunes à vivre des jeux de rôle. Donc là, on a développé depuis quelques années, à l'étranger, aux États-Unis notamment, mais depuis en France depuis déjà une dizaine d'années, des pratiques expérientielles. Ce sont des pratiques comme le théâtre forum, comme le jeu des trois figures de Serge Tisseron, des situations où on amène les jeunes à vivre des rôles et puis à réfléchir sur ces rôles et à les analyser ensuite entre eux. Des rôles qui peuvent être, par exemple, des rôles où il y a des tensions et les amener à changer de rôle. Et donc, du coup, à entrer en empathie avec ce que peut éprouver quelqu'un qui n'est pas dans le même rôle que lui. Donc ça, ce sont des situations, dès lors qu'elles sont expérienciées, et donc éprouvées, et puis qu'elles sont doublées d'un moment de réflexivité, c'est cet aller-retour entre la réflexivité, le fait de jouer un rôle qui va renforcer les compétences psychosociales de manière accélérée. Alors, il y a aussi bien d'autres moyens, hein. Lorsqu'on demande à un jeune
d'analyser un extrait d'un film ou un film entier qu'il a lu Mhm. et de revenir sur des séances sont des séances d'interaction qui mobilisent de l'adaptation par rapport à une incertitude, mais aussi, ce peut être aussi des situations de coopération, des situations de collaboration, de création collective qui nécessitent des interactions et de l'adaptation. Le fait d'analyser cela, d'analyser le rôle d'un personnage dans un roman ou comme je disais, dans un film ou dans une pièce de théâtre, cela mobilise par l'analyse du comportement d'autrui des éléments qui sont en jeu dans les compétences psychosociales, comme par exemple la connaissance des émotions, la connaissance des contraintes relationnelles, des stratégies pour pouvoir s'adapter à autrui, trouver des solutions pour mieux coopérer, mieux vivre ensemble. D'accord. Parce qu'en fait, quand on lit un peu les catégories des CPS, il y a par exemple, là j'ai sous les yeux, capacité d'écoute empathique, capacité de dire non, etc. On pourrait croire que ce sont des traits de personnalité, mais en fait, c'est des compétences qui doivent être développées au final dès le plus jeune âge et avec les interactions sociales. Oui, alors elles sont liées un peu à la personnalité quand même, parce qu'il y a vraiment des Mm. personnalités d'enfants ou d'adultes même qui vont dire non, c'est pas du tout un problème à acquérir et ils l'ont très très tôt en eux. Puis pour Mhm. d'autres, c'est vraiment ça peut être beaucoup plus difficile. Alors quant à à l'empathie, la communication empathique, j'aime bien employer comme vous faites le mot empathie sous le vocable d'un adjectif, hein, sous le statut plutôt d'un adjectif plutôt qu'un substantif, parce que on va parler de communication empathique ou d'écoute empathique. Et l'écoute, elle est vraiment empathique lorsqu'elle obéit à un ensemble de process, qu'elle a la capacité à être attentif, à écouter l'autre en se taisant, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Il y a des jeunes pour qui c'est très difficile, donc ils vont tout de suite couper la parole quand ce n'est pas insulter, parce que l'insulte est parfois une modalité de socialisation, d'entrée en relation qu'ont certains adolescents. Écouter l'autre, être capable d'imaginer ce qu'il ressent ou ce qu'il pense et être capable ensuite de le reformuler. Alors là, on est vraiment dans de la communication empathique. Je viens te redire ce que je pense que tu penses ou ce que je pense ce que tu éprouves. Alors, c'est un niveau d'empathie qui peut être élevé. Alors, il y a dans l'empathie toute une gamme comme ça de micro-compétences qui sont assez bien définies dans un autre référentiel de compétences psychosociales qui n'est pas le référentiel de Santé publique France, mais qui est le référentiel du cadre européen pour les compétences de la démocratie, hein, Ok, je et l'ai qui pas. mobilise notamment des compétences psychosociales comme la capacité à imaginer, à se mettre du point de vue de quelqu'un qui a une toute autre culture que la sienne. C'est pour ça que, par exemple, vous me posiez la question tout à l'heure de comment acquérir des compétences psychosociales. Ben, dès lors qu'on amène un jeune, et ça, dans les colonies de vacances, ça peut être très intéressant, à vivre dans une expérience avec d'autres jeunes, avec d'autres personnes en dehors de son cercle familial, une expérience nouvelle, ça mobilise ses compétences psychosociales, notamment si ça a lieu dans un environnement qui est totalement étranger. Donc, par exemple, un jeune qui vit en ville et qui va dans une colonie, un centre de vacances en milieu rural, ou qui va à l'étranger. Alors, aller faire une expérience à l'étranger, encore plus si il doit avoir certaines petites responsabilités, c'est extrêmement inducteur de compétences psychosociales. Ah ben, un jeune, par exemple, qui va vivre euh, une expérience à l'étranger dans le cadre d'un stage, dans le cadre d'une responsabilisation d'un métier où il va pendant un certain temps exercer des responsabilités, ben, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de compétences psychosociales qui sont sollicitées, liées à l'adaptabilité qu'il faut absolument Mhm. développer. Quand on a débuté ce podcast sur les définitions, on a parlé de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, où vous avez parlé de bien-être. C'est quoi les bénéfices sur le bien-être et sur la santé de développer ces compétences psychosociales? Alors, c'est une question importante, effectivement, parce qu'elle n'est pas forcément facile à comprendre. Le bien-être, il n'y a pas de consensus sur les définitions, mais il y a quand même une définition qu'on retrouve dans le Robert ou dans le Larousse, comme quoi le bien-être dépend de la satisfaction harmonieuse des besoins du corps et de l'esprit. En gros, c'est ce qu'on retrouve. Donc, le bien-être va dépendre de la satisfaction harmonieuse des besoins. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, les Mhm. besoins fondamentaux du corps et de l'esprit.
Et donc, ces besoins fondamentaux dans la condition humaine, ils touchent 5 grands domaines. Ce sont les besoins matériels, les besoins physiques ou physiologiques, et puis il y a des besoins qu'on va retrouver dans les compétences psychosociales, qui sont les besoins psychologiques, donc émotionnels, les besoins cognitifs et les besoins relationnels, c'est-à-dire besoins sociaux. Et donc, dans ces 3 dernières dimensions du bien-être, correspondent à différents besoins, eh bien, on retrouve les 3 dimensions des compétences psychosociales que j'évoquais tout à l'heure. Vous parliez d'une définition plus récente, voilà. Et donc, on voit bien que dès lors qu'on a des compétences émotionnelles, qu'on a des compétences sociales et des compétences cognitives au sens transversal, eh bien, ça permet d'avoir des dispositions pour être bien en équilibre dans ces 3 champs-là. Et du coup, ça couvre pas tous les champs du bien-être, mais ça couvre 3 des 5 dimensions du bien-être. Et donc, ça contribue au bien-être indirectement, notamment à travers ce que j'évoquais tout à l'heure, les besoins fondamentaux. Parce que ces compétences, quand on les maîtrise, on arrive du coup à mieux être en sécurité, mieux s'adapter, mieux être à l'écoute, mieux tenir compte des autres, mieux tenir compte des contraintes de l'incertitude. Donc on est mieux, on va mieux, et puisqu'on répond à ces besoins, et du coup on se sent mieux. On se sent mieux et il y a un sentiment de bien-être qui peut être passager et qui est un sentiment qui est notamment adossé à l'idée que on se sent apaisé émotionnellement, quoi, où on a des émotions un sentiment de satisfaction. Et on parle de bien-être eudémonique, parce que souvent quand on parle du bien-être, on va parler du bien-être hédonique, le bien-être plaisir, c'est-à-dire ce plaisir qu'on va obtenir notamment à travers les sens. Or, dans la dimension générale du bien-être, c'est pas que ça, le bien-être, c'est aussi du bien-être eudémonique, c'est-à-dire le bien-être que l'on ressent lorsqu'on est bien et absorbé par la qualité d'une relation ou la qualité d'une interaction avec une action, avec le fait d'être absorbé dans une tâche qui nous plaît, hein, c'est du bien-être eudémonique, ou d'être absorbé dans une relation avec des camarades, avec une personne avec laquelle on se sent bien momentanément, eh bien, c'est du bien-être démonique parce que on oublie les contraintes de cette relation, les contraintes d'adaptabilité, et du coup, on se laisse porter par cette expérience de bien-être qu'on appelle l'expérience autotélique, c'est-à-dire d'expérience un peu de relation optimale, quoi. De relation où on se sent bien. C'est une relation qui n'est pas uniquement mentale, hein, c'est parfois énergétique. Il y a des personnes, on va sentir, c'est vibratoire, hein, on va sentir qu'on est bien dans la relation et qu'on va pouvoir nouer une relation euh, Confiance. satisfaisante, qui peut devenir une relation d'amitié, voire une relation amoureuse, hein. Il y a ces dimensions-là, hein, qui interviennent. Et les compétences psychosociales sont très mobilisées et utiles dans ce type de relation, pas uniquement dans les relations professionnelles aussi, mais dans les relations amicales et amoureuses, dans les relations de couple. Ce sont des relations où les compétences psychosociales sont extrêmement régulatrices, notamment sur le plan de la communication, puisque la communication, c'est la partie visible de la relation. On est bien dans une relation lorsqu'on communique bien. Et la relation d'amitié, la relation amoureuse, ce sont des relations de communication. Alors, en colonie de vacances, où il y a ces relations possibles, euh, les compétences psychosociales vont permettre de fluidifier notamment la qualité de la communication, les tensions qu'il y a dès lors que les jeunes vivent ensemble des interactions où ils sont en désaccord, où ils doivent fabriquer du commun, ils doivent participer à des activités, des jeux collectifs, faire des visites, des sorties ensemble. Il y a nécessairement des tensions, des interactions et qui mettent à l'épreuve ces relations. Et c'est par la communication que justement ils arrivent à fluidifier et à réguler ces relations. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. La dernière étude de Santé publique France sur la santé mentale des jeunes, elle a été publiée au début du mois d'avril, montre que les collégiens et les lycéens, ils ont connu une nette dégradation de leur santé mentale entre 2018 et 2022, donc la période Covid avec confinement, etc.
Et en plus, aujourd'hui, quand on parle de bonne santé, on inclut la santé mentale. Il n'y a pas de bonne santé sans santé mentale. Les CPS, elles ont alors leur rôle à jouer pour prévenir éventuellement des conduites à risque. Oui, tout à fait, parce que d'abord, elles permettent de réguler le mal-être par notamment toute euh, la capacité à exprimer ses émotions et à essayer d'identifier notamment ses forces, d'identifier ce qui permet de retrouver des points d'appui et d'analyser permettre aux jeunes d'analyser ce qu'il vit de manière la plus positive et de ne pas s'enfermer dans un biais de négativité, qui sont des biais qui sont propres notamment à la condition humaine, puisque l'être humain a appris historiquement, durant des millénaires, à se défendre des dangers. Et il y a à se défendre des dangers, il y en a aujourd'hui qui sont d'une autre nature, euh, et à réguler la vulnérabilité par rapport aux différents risques, eh bien, il est clair que les compétences psychosociales permettent de transformer cette vulnérabilité par rapport à des risques, les transformer en force, puisque, elles permettent d'avoir conscience de ce qui fragilise, de la nature du danger, des situations, des contextes dans lesquels un jeune se sent fragile ou vulnérable. Hmm. Ouais, parce qu'en ce moment, on vit quand même dans un contexte qui est relativement anxiogène. Oui. La maîtrise de ces compétences, elle est de plus en plus nécessaire par la régulation des émotions et des vulnérabilités. Oui, oui, tout à fait, parce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de contextes anxiogènes, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité qui est immense. Jamais les êtres humains, et notamment les jeunes, on va le retrouver beaucoup chez les jeunes étudiants, se sont sentis autant vulnérabilisés dans leur rapport à l'avenir, dans leur rapport à la nature, à la société, au sens même de leur vie. Et il y a un questionnement de l'ordre de l'aquabon, hein, et, Mm. euh, et du coup, cette vulnérabilité est devenu un concept extrêmement développé dans le champ de la psychologie et de la sociologie ces dernières années, est un concept qui permet de mieux comprendre ce que vivent les jeunes par rapport à de nombreuses situations vis-à-vis desquelles ils se sentent désemparés, ils sentent qu'ils peuvent être facilement blessés, touchés, affectés. Et du coup, ils se sentent fragiles, quoi, hein, et la vulnérabilité, elle peut être extrêmement vive, hein. Elle est déjà très présente à l'école parce qu'à l'école, il y a une asymétrie de la relation. On est dans une relation des adultes, notamment en Mhm. cours. Si le prof il fait pas assez attention aux jeunes, et le jeune ça va accroître sa vulnérabilité déjà potentielle, qui est déjà très forte en tant qu'ado. Mm. Mais ça peut exister aussi dans un centre de vacances, parce que dans les relations aux autres, il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'appartenance qui font que des jeunes qui ne maîtrisent pas les mêmes codes sociaux que les autres, des jeunes qui ont une personnalité qui rend difficile leur appartenance à un groupe, ils vont se sentir plus vulnérables. Et cette vulnérabilité, elle vient parfois s'ajouter à une vulnérabilité qui est contextuelle, qui est liée à ce qu'ils vivent dans leur vie en général, hein, et liée notamment à la vie familiale, hein. La vie familiale est un contexte de vulnérabilité qui peut être très fort si le jeune n'est pas suffisamment aimé et considéré pour ce qu'il est. Parce qu'à l'école, on est en général aimé ou apprécié pour ce que l'on fait, ce que l'on produit, alors qu'à la maison, on est beaucoup plus apprécié pour ce que l'on est. Et en colonie de vacances, en centre de vacances, ça va être un peu les deux. Mhm. Ce qu'on Euh, prouve aux on est autres. apprécié. Ouais, oui, il y a beaucoup la question de l'identité, mais aussi ce que l'on est capable de faire dans les groupes, dans les jeux, les activités où on est vite repéré pour certaines compétences ou pas, quoi. C'est donc un lieu privilégié pour le développement des compétences psychosociales. Elles sont intégrées depuis 2015 par l'Éducation nationale dans le socle commun des connaissances, de compétences et de culture, et depuis 2016 par le ministère de la Santé dans le parcours éducatif santé. Alors pour nous, à l'UNOCEL, les séjours éducatifs sont totalement complémentaires des temps éducatifs. On a d'ailleurs réalisé un podcast sur le sujet. Si vous voulez écouter, il n'y a pas de souci. Les séjours éducatifs, ils constituent donc un lieu idéal de développement des compétences psychosociales. En plus, pour certains, c'est des premiers départs hors du cercle familial. Donc, on disait tout à l'heure le développement de la communication empathique,
mais aussi le développement de la capacité d'adaptation, découvrir la cohésion collective, le vivre ensemble. Donc, c'est des compétences qui sont travaillées et abordées quotidiennement, mais de façon informelle par les animateurs en général. Partir en séjour collectif, c'est se confronter donc à la diversité. Je le disais, au vivre ensemble, au faire ensemble. On est donc là bien au cœur des compétences psychosociales. Nous, on parle souvent de valeurs à communiquer pendant les séjours, mais en fait, ce sont des compétences qu'on développe. Oui, alors, oui, oui, tout à fait. Ce sont des compétences qu'on développe et qui sont adossées à certaines valeurs, ouais. Comme la solidarité, le vivre ensemble, la paix, euh, l'entraide, l'attention à l'autre. Euh, donc, il y a effectivement des valeurs. Alors, selon les centres de vacances, il y a des valeurs différentes, mais effectivement, on travaille sans le savoir, sans en avoir conscience, Mhm. notamment s'il y a dans les centres de vacances où il y a des espaces de parole. Il y a des Ok. centres de vacances qui le font. Mm. Tout le monde ne le fait pas. Mais dès lors qu'il y a un espace de parole qui permet de parler des difficultés que l'on a, on a des différends, des conflits entre jeunes, eh bien, et si on a l'occasion d'avoir un animateur qui est capable de réguler cet espace de parole, il va apprendre à des jeunes à renforcer ses compétences psychosociales, notamment s'il il anime cet espace de parole en faisant respecter un certain nombre de règles protectrices de la parole et de l'expression des émotions. Donc, Mm. il y a un certain nombre de règles qui peuvent être très utiles dès lors qu'on est animateur et qui permettent à un jeune de se sentir en sécurité pour pouvoir exprimer ses émotions. Alors, dans ces règles, il y a par exemple ne pas couper la parole à, à celui qui demande la parole, à ce qui s'exprime, donc le laisser s'exprimer jusqu'au bout. Le fait de ne pas accuser. Donc, on peut parler de soi, de sentir, d'évoquer une situation dans laquelle on s'est senti mal, mais sans accuser, sans nommer. Mm. Et ce sont quelques règles comme ça qui ne pas juger ce que vit un camarade. On peut réfléchir ensemble à ce qu'il vit, mais ne pas juger. On peut juger ce que dit ou ce que pense quelqu'un, mais pas juger la personne qu'il est. Il y a comme ça quelques règles qui permettent de garantir que la communication va être constructive et va permettre de déboucher sur un progrès, une régulation des interactions ou des petits différends qu'il peut y avoir lorsqu'on a une vie en collectivité, quoi. Oui, ce sont aussi des règles qui sont posées au début des séjours par les animateurs et qui déjà forment un peu, qui mettent un cadre, on va dire, qui Tout à fait. contextualisent. La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, la JEPVA, est signataire de l'instruction interministérielle sur les compétences psychosociales en date du mois d'août 2022. Elle s'est ainsi engagée à déployer la stratégie de compétences psychosociales dans le champ de la jeunesse. Donc, le personnel encadrant aujourd'hui n'a pas forcément conscience et n'est pas forcément formé sur les CPS. Mais en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est par les interactions sociales et les interactions familiales aussi que les CPS se développent. Euh, Cet animateur, il a cette figure d'attachement et joue un rôle clé au final, comme vous venez de dire, avec des règles dans le développement de ses compétences. Euh, à part ces espaces de parole, à part cette communication qu'il faut vraiment développer chez les plus jeunes, est-ce que vous avez d'autres pistes de développement plus spécifiques en séjour, par exemple? En séjour, on peut demander à des jeunes d'écrire des petites scénettes, de faire ce qu'on appelle du théâtre forum. On leur proposait d'écrire une petite scénette qui les a mis en conflit dans des statuts différents. Il y a un jeune, par exemple, ça peut être une situation de harcèlement, mais pas forcément, une situation de tension. Il y a celui qui est beaucoup plus acteur de cette tension à l'origine, celui qui en est victime, puis ceux qui sont témoins. Et on peut jouer cette scénette qui va durer 5 10 minutes, discuter de la manière dont on pourrait rejouer la scène avec des rôles différents, avec un petit scénario différent, et de la manière dont on aurait pu régler le différent autrement que la manière dont il a été joué. Notamment, dans le théâtre forum, on va chacun avoir, par exemple, un objet ou un vêtement particulier, et on va se passer le vêtement pour montrer qu'on change bien de rôle.
Et le fait d'avoir changé de rôle, pour un jeune le fait de, s'il est celui qui était un peu l'agresseur, de devenir la victime, ben, du coup, ça va l'obliger à changer de point de vue et ça va développer, accroître son empathie, accroître sa capacité à imaginer ce que l'autre peut éprouver, ressentir. Il peut y avoir d'autres activités, hein, aussi, un retour sur des activités où les uns et les autres, on apprend à se connaître. Par exemple, en début de Mm. séjour, on peut faire des activités de brise-glace où chacun va parler ses passions, ses hobbies, ses forces. Et, euh, on- et du coup, on peut faire travailler, enfin, travailler, mettre en activité les jeunes par équipe de deux, par binôme, où ils vont chacun présenter à l'autre qui, qui, qui il est, quelles sont ses aspirations, ses hobbies, et à le présenter ensuite, demander à chacun de présenter son Mm. camarade à une personne. Ouais. Et ça oblige à ce moment-là de se mettre à la place de l'autre. Et c'est vraiment autour de la rencontre. Il y a quelque chose de très fort autour de la rencontre, autour de la connaissance de l'autre, autour de l'acceptation de l'autre. Parce que ce qui est beaucoup en jeu dans les compétences psychosociales, c'est l'acceptation de soi, l'acceptation des contraintes, l'acceptation des différences. Et pour lutter contre les discriminations et contribuer à mieux vivre ensemble et donc du coup se respecter. Et c'est par toutes ces activités où on met en jeu, euh, euh, on éprouve la tendance à fonctionner avec des stéréotypes et à classer, à juger, qu'ont beaucoup les adolescents. Les Mm. pré-ados, les ados, ils se jugent beaucoup et ils ont du Ouais. mal à s'accepter mutuellement parce qu'ils ne connaissent pas les autres et n'ont pas vraiment appris à véritablement se rencontrer, quoi, et à s'apprécier. Vous parliez de relations d'attachement, de liens. Euh, il y a certes des relations d'attachement avec Les les éducateurs, animateurs, mais ouais. mais il peut y en avoir avec les Entre autres eux. aussi, qui peuvent se tisser justement en parlant de soi. Et une relation qui est une relation de communication qui est féconde, c'est une relation où on parle aussi de soi, mais où on écoute l'autre, on Mm. prend en considération l'autre on se rendre compte qu'on a un point de vue différent sur certains sujets et qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Parler de son environnement familial, de ses habitudes de fonctionnement, de ses goûts, et puis aussi de ses aspirations. Et puis, il y a des questions qui sont peu posées aux jeunes et qui pourtant me semblent essentielles. Quand on leur demande de parler de leurs rêves, quand on leur demande de parler de leurs difficultés dans leurs relations, on peut leur demander après, que fais-tu pour accomplir tes rêves? Que fais-tu pour améliorer la relation avec ton ami, ta copine, ton copain? Que Mm. fais-tu? Donc, du coup, cette analyse de à la fois ce qu'ils pensent, parce que ça, pour dire ce qu'ils pensent, notamment, on sait que les filles, par exemple, en général, elles ont plus l'habitude que les garçons de parler de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent. Du coup, Mm. on va découvrir que elles ont, dans les questionnements, les entretiens qu'on fait avec elles, elles ont beaucoup plus de capacité à dire ce qui ne va pas et à parler de leur souffrance. Et, mais on ne leur donne pas forcément beaucoup la possibilité de parler de qu'est-ce qu'elles font, et pour les garçons aussi, qu'est-ce qu'ils font pour améliorer ce qui ne va pas, pour accomplir le rêve, pour améliorer la relation d'appartenance, la relation avec leurs amis, etc. Et leur poser la question de ce qu'ils font, c'est les emmener sur le terrain de l'agir. Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Quel petit challenge ils peuvent. Du coup, même dans une colonie de vacances, on peut se dire, tiens, ben, aujourd'hui, on va faire une activité où on va se donner comme défi d'aller à la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dans Mm. le groupe, quand même, voilà, on est prêt à faire le pas, on va essayer de faire connaissance. Et qu'est-ce je vais faire pour faire connaissance, d'y réfléchir, de le vivre et après de revenir dans un moment d'analyse sur les difficultés que j'ai rencontrées, dans quoi je ne me suis pas senti à l'aise, qu'est-ce qui m'a fait peur. Parler de ses peurs, parler de tout ce qui fragilise, de tout ce qui vulnérabilise, c'est quelque chose d'essentiel. Et je suis sûr que si on apprenait aux ados très tôt cela, ils seraient beaucoup plus heureux et beaucoup plus
même après, dans leur vie sentimentale, ils seraient beaucoup mieux. Et là, c'est quelque chose, on parle, il y a une éducation à la sexualité et à la vie affective qui se développe un peu à l'école, mais je pense que cette part de l'éducation à la vie affective, elle est essentielle dans l'équilibre des jeunes. Et si on a beaucoup d'adultes parfois qui n'arrivent pas à trouver leur équilibre, c'est parce qu'aussi ils ont appris au gré de leurs échecs, au gré de leurs difficultés, mais ce sont des choses qu'on peut apprendre avant d'être en situation d'échec. On peut dialoguer, discuter, comprendre les ressorts de ce que c'est que la relation en général, la relation humaine en général. Notamment cette question de la relation gagnant-gagnant, du respect des besoins de chacun. Je suis fidèle à mes besoins, je les écoute, je les exprime. Et puis, et toi, quels sont tes besoins? Donc, autour de l'écoute mutuelle des besoins réciproques, il y a quelque chose de très intéressant à faire. Et je crois qu'il y a à défendre des colonies de vacances ou des centres de loisirs où on peut développer cette dimension-là. Après, c'est déjà plus ou moins fait chez certains où évidemment les jeux brise-glace existent au début du séjour et ils attendent un certain temps dans le séjour pour organiser les grandes veillées parce qu'en fait, ils attendent que les jeunes se rencontrent, aillent les uns vers les autres. Et c'est vrai qu'il y a des jeux des fois qui permettent de pousser à la relation, mais il faut vraiment que ça soit les deux parties qui soient partie prenante sur ce genre de choses. Surtout qu'en centre de vacances, les jeunes, tous les ados à partir de 12-13 ans, voire des fois un petit peu avant, c'est les relations entre eux qui les intéressent. Ah bah totalement, oui. Voilà, ils ont besoin de s'éprouver dans la relation à l'autre, de lier des amitiés. Et ça, c'est très important pour eux parce que ça leur permet de répondre fondamentalement des besoins qui sont extrêmement forts dans cette période-là. Et leur donner les moyens de vivre cela. Effectivement, toutes ces soirées qui sont organisées, elles ont énormément d'importance, ils les attendent, et pouvoir débriefer avec eux sur ce qui a été chouette, ce qu'ils ont apprécié, ce qui aurait pu être fait pour que ce soit amélioré, ce sont des moments très importants. Ouais. Les rendre acteurs, faire avec eux, c'est très important. Et puis je pense que par rapport à l'école, c'est vraiment sur un temps qui est restreint, parce que certains partent une semaine, peut-être 2 ou 3, et donc les relations humaines doivent aller beaucoup plus vite, parce que sinon on passe sa semaine seule, alors qu'à l'école, on peut prendre un peu plus le temps d'aller vers les autres. Oui, tout à fait, oui. Vous avez raison. Oui. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Comme nous l'avons vu, l'école est un lieu privilégié pour le développement des compétences psychosociales, mais les séjours éducatifs, que ce soit colonies de vacances, voyages scolaires ou séjours linguistiques, sont complémentaires à ces temps scolaires. D'ailleurs, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a pour objectif d'accompagner les futures générations à grandir dans un environnement continu de soutien au développement des CPS et également de guider les intervenants auprès des enfants afin qu'ils soient en capacité d'aider au développement des CPS. Alors, ça prouve que les compétences psychosociales représentent aujourd'hui un enjeu éducatif et sociétal majeur dans la réussite et l'épanouissement personnel de chacun. Permettre aux générations d'aujourd'hui et de demain de développer leur capacité à faire des choix éclairés et raisonnés, leur aptitude à faire ensemble et à vivre ensemble et à mieux gérer leur stress, à réguler leurs émotions en renforçant leur CPS constitue un levier clé de la promotion de la santé. De toute façon, toutes les compétences développées dans le cadre du faire ensemble et du vivre ensemble des séjours éducatifs participent au bien-être, à la santé et à l'éducation à la citoyenneté. Alors merci Christophe Marcelier de nous avoir consacré de votre temps et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez trouver votre séjour éducatif sur le site de l'UNOCEL, www.unocel.org, et nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@unocel.org. À bientôt. Vous avez écouté le podcast de l'UNOCEL, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.